Bonjour, voici la T-Santé 11. Marc a-t-il le corona? Donc aujourd'hui, on va travailler sur le dépistage du SRAS-CoV-2 par RT-PCR en essayant de comprendre ce que ça veut dire RT-PCR. Donc dans la séance précédente, on a purifié l'ARN total du prélèvement de Marc et finalement, donc maintenant, on voudra avoir un résultat qu'on peut quantifier pour voir s'il a oui ou non le corona. La méthode qu'on utilise est la RT-PCR, donc c'est en français, et après je vous le fais en anglais, c'est la transcription inverse. Donc la transcription c'est de l'ADN vers l'ARN, mais là on va faire l'inverse, on va passer de l'ARN vers l'ADN. Et suite à cette réaction, il va y avoir amplification en chaîne par polymérase. Donc c'est Polymerase Chain Reaction ou PCR. Et cette technique est très importante car elle va permettre d'amplifier précisément et spécifiquement un ADN. Et donc on va pouvoir le détecter. On va passer de une molécule à des millions, voire des milliards de molécules. Donc cette technique a donné le prix Nobel, par exemple, au biochimiste américain Mullis en 1993. Et ce qu'on verra dans la prochaine activité, c'est qu'on pourra même rendre cette méthode quantitative en utilisant la PCR quantitative après notre RT. Alors, dans cette activité, on va comprendre comment on transfère l'ARN à l'ADN et pour qu'on puisse derrière l'amplifier, le détecter. Et c'est assez important puisque comme vous avez pu le voir, on a un petit problème de pénurie de réactifs de RT-PCR. Et en plus, il est prévu, il est posé comme question, alors c'était peut-être le 1er avril, que les élèves de biotechnologie en pré- et post-bac soient employés, les salles de TP soient employées pour faire le dépistage. Alors ça va être important pour nous de comprendre comment ça se passe et de le créer nous-mêmes. Donc c'est le but de ce travail. On va voir un peu cette reverse transcriptase inverse. Celle qui est utilisée ici, c'est une protéine recombinante, c'est la Superscript 4, utilisée dans un kit. On va voir la fiche technique de ce kit et en fiche méthodologie, la RT-PCR. La fiche méthodologique RT-PCR, donc, elle va vous montrer deux, trois choses, on va la voir ensemble. La première, c'est la reverse transcription, qui est la copie de l'ARN en ADN complémentaire. La seconde sera une amplification spécifique de cet ADN-C par PCR. Et alors j'ai trouvé un très beau tuto YouTube sur la technique que vous pouvez aller voir. Et en plus, il est beaucoup plus charmant que le mien. Alors voici une fiche résumant la RT-PCR quantitative. Alors, ce qu'on a dans la première étape, c'est la transcription inverse. Donc, on a des ARN totaux. Je vous rappelle que les ARN peuvent former des structures secondaires et tertiaires. Là, il n'y a que de l'ARN, donc ça sera que tertiaire. Et donc, il va falloir déjà débobiner cet ARN. On verra comment. Ensuite, des amorces spécifiques vont pouvoir se fixer, spécifiques ou non, vont pouvoir se fixer sur l'ARN. Et derrière, la reverse transcriptase, donc une ADN polymérase ARN dépendante, elle fabrique de l'ADN en recopiant de l'ARN, va fabriquer le brin complémentaire qu'on va appeler ADN-C ou ADN complémentaire. Pour cette réaction, il faut des DNTP. Alors DNTP, c'est pour désoxynucléotides triphosphate. Ce sont donc les nucléotides qui vont être utilisés pour fabriquer le brin complémentaire. Et on a un tampon de réaction particulier, donc un pH 8,3 et notamment la présence de Mg2+, qui est nécessaire pour la transcriptase inverse. Après inactivation de la première enzyme en chauffant à 85 degrés, on va passer à la PCR quantitative. Alors je vais aller pas trop dans les détails, mais quand même. Alors au départ, on a des ADN-C fabriqués et on va les mettre dans un tampon
contenant donc un mélange réactionnel contenant de l'enzyme, une ADN polymérase ADN dépendante, des oligonucléotides spécifiques, ou on va les appeler amorces ou primers, qui vont donc pouvoir s'hybrider sur les séquences complémentaires sur l'ADN C. De l'évagrine, on verra un intercalant fluorescent de l'ADN. Quand il trouve de l'ADN double brin, il va pouvoir s'y mettre et fluorescer très fort. Des DNTP qui sont là encore les briques de base et un tampon de réaction qui ressemble beaucoup au tampon de réaction précédent. Donc au départ, on va chauffer et là, le système est un peu particulier. On a un anticorps bloquant qui bloque l'activité de l'enzyme de la DNA polymérase. Et en fait, ça c'est important parce qu'autrement, elle pourrait fonctionner à une température plus basse. Et notamment, les amorces pourraient s'hybrider à des endroits non spécifiques. Donc, pour avoir une meilleure spécificité, ils sont collés avec un anticorps bloquant. Ensuite, on va chauffer, ça va dissocier cette interaction. Et là, l'enzyme, qui est thermorésistante, va pouvoir agir et donc reconnaître les brins. Donc là, on est à T0 d'ADN-C hybridé et faire une élongation. Donc c'est le brin jaune qu'on voit émerger. Et là, comme on est en version quantitative, l'intercalant de l'ADN va s'y coller et la machine va pouvoir détecter cette fluorescence. Donc on n'avait pas peu de fluorescence et petit à petit la fluorescence va augmenter. Donc c'est là où après arrive le procédé vraiment de la PCR, c'est qu'on va répéter ce cycle plusieurs fois. On va le répéter même jusqu'à 40 fois. Donc c'est un peu plus rapide que la PCR classique. On va avoir que deux phases, une de dénaturation, où en fait les doubles brins d'ADN vont pouvoir se séparer. On appelle ça fusionner aussi, mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire se séparer. Puis une étape d'hybridation des amorces et élongation à 60 degrés. Donc là, les amorces se recollent spécifiquement à leur séquence complémentaire et la polymérase va pouvoir travailler à 60 degrés. Et ça, on répète ça un nombre de fois. Et petit à petit, on va accumuler donc des copies d'ADN double brin. Donc il va y avoir de plus en plus de fluorescence et c'est à partir de ce principe-là qu'on pourra déterminer une quantité. En effet, plus il y avait de copies initialement, plus un certain seuil de fluorescence sera atteint vite et c'est sur cette base que ça sera utilisé. Donc on va tester différentes conditions pour la RT-PCR. Pour valider nos résultats. En effet, il y a deux points cruciaux à respecter dans tout notre système. C'est qu'il ne faut pas avoir de l'ARN dégradé parce qu'il se dégrade facilement et si on a la moindre RNase qui traîne dans le labo, on ne va pas pouvoir l'étudier. Et d'autre part, là c'est dans l'autre sens, la PCR est très très sensible, c'est-à-dire que s'il y a la moindre molécule d'ADN d'une amplification précédente, par exemple, qui a contaminé une pipette et que cette pipette est utilisée ensuite pour un échantillon, on va avoir un faux positif, il va y avoir amplification. Donc il faut vraiment avoir des contrôles qui vont montrer que tous nos réactifs et notre système n'est pas du faux positif. Donc on a un contrôle négatif de l'eau, DEPC c'est pour traiter contre les RNases, un témoin de sélectivité, l'ARN du SRAS-CoV-2, un témoin de spécificité, celui de CoV-V1, et l'échantillon de marque. Alors, en première question, il fallait savoir quel justifier ces termes. Alors, l'ODEPC est une condition contrôle négatif, car le résultat attendu est une absence d'ADN amplifié dans la PCR. Et si un amplicant est obtenu après PCR, ça veut dire que un ou plusieurs réactifs sont contaminés par l'ADN complémentaire viral ou que le manipulateur a contaminé sa manipulation. Alors, on parle de contaminer, mais ce n'est pas des bactéries. Les résultats obtenus dans les autres conditions ne seront donc pas validés. En effet, la sensibilité et la spécificité, j'ai encore parfois du mal et je les confonds, j'en suis désolé. La sensibilité, en fait, c'est un test de mesure qui mesure la capacité à donner un résultat positif
lorsqu'une hypothèse est vérifiée. Et dans l'autre sens, la spécificité, c'est d'avoir un résultat négatif lorsque l'hypothèse n'est pas vérifiée. Alors, on va voir. Sélectif, donc l'ARN de COV2, on s'attend à ce qu'il y ait un résultat positif, et c'est notre cas, donc c'est un témoin de sélectivité ou de sensibilité. Et on va avoir le témoin de spécificité, l'ARN de SRAS-CoV-1, qui est très proche du CoV2, et donc nous on s'attend à ce qu'il y ait un résultat négatif. Donc c'est ce qui est indiqué dans ces feuilles suivantes, je vous laisse le lire. Et vous pouvez continuer à lire. Alors, en résumé, pour que les résultats de la RT-PCR soient validés, il faut un contrôle négatif où il n'y a pas d'amplification de l'ADN, donc à partir de l'eau, il ne faut pas qu'on arrive à une amplification. Un témoin de sélectivité où on aura une amplification, c'est celui du, on pourrait l'appeler contrôle positif, et un témoin de spécificité où on n'a pas d'amplification. Et il ne faut pas donc de contrôle négatif avec amplification, de témoin de sélectivité avec pas d'amplification, un témoin de spécificité avec une amplification d'ADN. Alors là, ça voudrait dire que notre ADN et de SRAS-CoV-1 serait reconnu par les amorces qu'on a choisies pour le V2. Donc ça donnerait beaucoup de faux positifs, mais ça ne veut pas dire que les gens positifs ont été perdus. C'est ce qui est utilisé en médecine pour savoir entre la capacité à détecter tous les malades ou la capacité à ne détecter que des malades. Donc dans un cas, on va avoir tous les malades plus d'autres, et l'autre cas, on va avoir que des malades, mais en ayant peut-être oublié quelque chose. On va passer maintenant aux aspects techniques pour réaliser cette transcription inverse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser des tout petits volumes, 1 microlitre, parfois 0,5, et qu'on va introduire un grand nombre d'erreurs si on introduit chaque réactif les uns après les autres, surtout quand on a au moins 4 échantillons à traiter. Donc ce qu'on fait, c'est des prémix, des prémélanges pour chaque étape. Alors, vous devez analyser. Voici la fiche technique, des extraits de la fiche technique de reverse transcription par la Superstrict 4 transcriptase. Donc le but c'est d'obtenir de l'ADN complémentaire à partir de l'ARN. Okay. Donc la première étape, ça va être dénaturer, débobiner l'ARN par la chaleur à 65 degrés pendant 5 minutes et en présence d'un mélange d'hybridation qui contient les amorces. On va refroidir rapidement, donc on est à un état tous les acides nucléiques dénaturés, et là en refroidissant assez vite sur glace, on va avoir les amorces qui vont pouvoir se coller, s'hybrider spécifiquement sur l'ARN avant que celui-ci se replie. La deuxième étape, ça va être la préparation du mélange réactionnel, Reaction Mix, qui contient la transcriptase inverse et plein d'autres ingrédients. Et enfin, une troisième étape où on va ajouter ce mélange réactionnel sur les ARN hybridés avec les amorces. Et ensuite, on va avoir une polymérisation au bout en 3' de ces amorces et la fabrication de l'ADN complémentaire à l'ARN. Et cet ADN complémentaire pourra être utilisé pour la PCR. Alors je vous invite à regarder ce tableau qui donnait déjà pas mal de réponses aux questions suivantes. Mais à nous de voir le protocole. Donc voici le protocole qui est utilisable à la paillasse. Donc en premier, ça c'est bien fait. On voit qu'on doit réaliser le mélange d'hybridation et le rajouter à l'ARN. Donc on aura 4, par rapport au calcul, ça sera 4 microlitres d'ARN.
qu'on va introduire avec 9 microlitres de mélange d'hybridation. Celui-ci contient des DNTP, donc les briques, les monomères de ces DNA. Des oligo-DT, alors ce sont des amorces qui contiennent 20 thymidines reliées, et elles vont pouvoir s'hybrider spécifiquement sur la queue poly-A, et notamment dans le cas du SRAS-CoV-2, il a bien une queue polyadénylée avec plein de A à la fin, donc l'oligo-DT pourra s'y coller de manière spécifique. Et là, on rajoutera aussi des amorces aléatoires, random hexamères. Donc en fait, c'est des 6 nucléotides collés les uns aux autres, mais de manière aléatoire. Et ils vont pouvoir s'hybrider un peu partout sur l'ARN. Et on complète donc avec de l'eau. Donc les deux sont mis en contact, on mélange, on centrifuge brièvement pour éviter que la moindre petite goutte reste sur un bord du tube. Parce que là, on est avec des petits volumes et on risque de ne pas avoir de réaction du tout, ou de manquer de réactif. Ensuite, donc on chauffe, on laisse refroidir sur glace, et là on a un tube d'ARN hybridé par des amorces. Ensuite, on prépare le mélange réactionnel, donc il va contenir du tampon, donc c'est le SS4 buffer, du DTT, on va voir à quoi il sert, RNase-out aussi, et bien sûr l'enzyme recombinante, la transcriptase reverse. Donc on mélange bien, là c'est pour un point, pour un échantillon. On mélange à pipette et on centrifuge. Alors le dithiotrhéitol, c'est un dithiol, c'est-à-dire il a deux fonctions SH, et il va pouvoir se réduire, par exemple, des ponts disulfure. Alors parfois, ça va dénaturer la protéine, mais parfois, quand il y a beaucoup de réactions, comme ça va être le cas, il peut y avoir des ponts disulfure intramoléculaires qui se forment à des endroits où il ne faudrait pas. Donc là, ça évite en fait que l'enzyme se détériore. Ensuite, étape 3, on mélange les ARN hybridés plus le mélange réactionnel. Là, on va laisser incuber à 23 degrés s'il y a des amorces aléatoires, puisqu'elles sont peu stringentes, elles ne vont pas se coller forcément spécifiquement. Et ensuite, on incube 10 minutes à 50-55 degrés, une température à laquelle fonctionne très bien la superscript. Et enfin, on incube 10 minutes à 80 degrés. Là, ça va servir à dénaturer, à enlever la fonction de l'enzyme. Donc on va avoir un tube contenant les cDNA à partir de l'ARN où il n'y a plus d'enzymes activées et qui vont pouvoir être analysés par PCR. Et je vous rappelle que le tampon est assez proche de celui de PCR. Donc ça donne ce genre de schéma, même si on peut encore l'améliorer. On va passer aux autres questions, où on va voir un type de calcul qui n'est pas trop compliqué. On a ce type de tableau qui nous permet de préparer en fait nos prémix et avoir tous les volumes disponibles. Donc on a les différents mélanges, la solution d'ARN, mélange hybridation, mélange réactionnel, les composants, à chaque fois avec leur concentration de la solution mère, la concentration finale, et pour une réaction de 20 microlitres, en tout, tous ces volumes rajoutés doivent faire 20 microlitres. Et quand on a plusieurs échantillons, donc nous on en a 4, ça fera 4 plus 1, réaction de 20 microlitres, donc on sera sur 100 microlitres. Alors pour le volume de solution d'ARN à introduire, donc la question c'est ça, c'est indiqué. Les données, c'est on sait que dans le tableau, la concentration en masse de l'ARN dans la solution mère est de 500 nanogrammes par microlitre. Donc ça fait 0,5 microgrammes par microlitre. Et nous, on veut une masse de 2 microgrammes dans notre tube. Donc on a des équations aux grandeurs qu'on connaît. Par exemple, ρ est égal à m sur v. Alors on peut tirer v, puisqu'on a ρ et m. Donc on l'exprime de la bonne manière. Ensuite, équation aux unités, on vérifie que ce qu'on a écrit avant, ça colle, et qu'on ne va pas se tromper pour un exposant de 10.
Donc là, ce qu'on a, c'est des microgrammes sur des microgrammes par microlitre. Microgrammes et microgrammes s'annulent, se neutralisent. Et on a 1 divisé par 1 sur microlitre, ça fait comme fois microlitre, c'est bon. Et ensuite, on a l'équation valeur numérique, très facile. Donc, le volume de solution d'ARN à introduire dans le tube est de 4 microlitres. Donc, dans le tableau, on peut indiquer 4 microlitres pour une réaction. Ensuite, on doit compléter les deux colonnes, concentration finale et volume pour une réaction. Et dans ces deux cas, on va avoir besoin du même calcul, celui du calcul des dilutions. Alors c'est toujours pareil, hein. On va essayer de faire simple, mais c'est toujours pareil. Donc on a un nombre de moles où ça marche très bien avec une masse et une concentration en masse, mais on a un nombre de moles d'un soluté A dans la solution mère qui est égal à un nombre de moles d'un soluté A dans la solution fille. On a prélevé un volume de solution mère qu'on a mis dans une fiole jaugée et on a complété avec un solvant. Donc nous on sait que N est égal à C fois V. Donc je vous laisse lire la suite. Donc on va pouvoir sortir V de solution mère à introduire ou bien celui de solution fille. Et on peut trouver très bien les concentrations aussi de cette manière en partant toujours de l'équation après le premier donc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on fait à partir de cette équation, on met d'un côté tous les volumes et de l'autre côté toutes les concentrations et on tombe sur volume de solution mère sur volume de solution fille. Donc ça, la solution mère qu'on introduit dans l'autre, c'est toujours plus petit que solution fille, donc on est bien sur une dilution, c'est le petit d, ça sera toujours inférieur à 1. Et si on regarde, on a la concentration de la solution fille, elle est toujours plus faible que la concentration de la solution mère. Donc là, D, il est aussi égal à concentration de la molécule A dans la solution fille sur celle de la solution mère. Et si on inverse le facteur de dilution, quand on dilue au 1 sur 1000, au 1 millième, on a un facteur de dilution de 1000. Donc c'est l'inverse, et c'est bien ce qu'on retrouve. Donc là, on va pouvoir remplir le tableau. Alors pour les amorces random hexamères, on voit que en faisant les calculs, on a mis un mélange des deux types d'amorces, oligo-DT et amorces aléatoires. Et ça donne le même volume, 0,5 microlitres. Donc là, quasiment impipotable pour un point, c'est trop faible. Ensuite, on complète à l'eau, donc on voit que 4 microlitres plus 0,5 plus 0,5 plus 1, ça fait 6 microlitres. Et on va en quantité suffisante pour QSP 9 microlitres, donc on va rajouter 3 microlitres. Ensuite, pour le mélange réactionnel, on a le tampon pour cette enzyme, la SS4, 5X. Il est 5 fois concentré, nous en concentration finale, on le veut à 1X. Donc on va diluer au 1 cinquième. Donc notre volume final est de 20, donc ça fait 20 divisé par 5. Ça fait 4 microlitres. Et dans l'autre sens, là on voit qu'on avait 1 microlitre de DTT dans 20 microlitres d'eau, donc on a dilué au 1 vingtième. 100 divisé par 20, ça fait 5 millimoles par litre. Et ainsi de suite pour les autres. Pareil, RNazout, 40 unités par microlitre, divisé par 20, puisqu'on en mettait toujours que 1 sur 20, ça fait 40 divisé par 20, ça fait 2. Donc avec ce petit jonglage, ça devient un peu plus simple, ou alors c'est très difficile. Pour s'aider, on pouvait utiliser pour une bonne partie ce qui était écrit dans le kit, donc dans la fiche technique. Alors, il y avait une autre question, pourquoi on utilise N plus 1 réactions pour faire le mélange réactionnel? C'est parce qu'on est justement avec des petits volumes et qu'on a certains risques d'erreur, notamment les pipettes, qui ne sont pas forcément exactes. Si on utilise deux pipettes différentes, le 10 microlitres d'une ne correspond pas exactement aux 10 microlitres de l'autre.
et ça ne correspond pas forcément aux vrais 10 microlitres. En fait, et aussi on a certaines solutions qui sont visqueuses, celles notamment avec des protéines, donc l'enzyme et le RNase out, parce qu'ils contiennent du glycérol, et ça c'est très visqueux et difficile à pipeter précisément, donc on a des risques d'erreur. Et en fait on fait le nombre d'échantillons plus 10%, ici on fait plus 1. Donc, nous, ça nous fait n plus 1 est égal à 5. Voici le tableau rempli, donc, pour le prémix, les différents prémix. Alors, on a juste multiplié la colonne précédente par 5. C'est assez facile à voir. Alors, il y avait la question suivante, c'était expliquer la présence dans les réactifs d'un inhibiteur de RNase, le RNase out. Alors, je vous ai mis ici la page Wikipédia, hein, mais en fait, c'est des inhibiteurs de RNase et non spécifiques forcément au type de RNase. Et donc, ça agit de la manière suivante. Ça va faire un gros tonneau autour des ribonucléases, donc des RNases qui auraient pu détruire nos ARN. Donc si on a cette RNase out, on va empêcher que notre ARN soit dégradé au cours de la réaction. Donc on aura bien des ADN complémentaires de l'ensemble des ARN et pas de parties en cours de dégradation. Et enfin, il fallait trouver les avantages et les inconvénients peut-être de cette superscript, alors par rapport à ces versions parentales. Alors ce qu'il faut savoir en fait que c'est une enzyme qui vient d'un virus, un virus ARN qui avait besoin, un rétrovirus sûrement, qui a besoin de rétrotranscrire son ARN en ADN pour derrière, par exemple, l'inclure dans l'ADN génomique de la cellule hôte. Et là, dans ce cas, on a réussi à cloner ce gène et à le faire produire par E. coli, puisque le code génétique est universel. Et petit à petit, on a réussi à avoir des mutants qui sont avec des caractéristiques plus ou moins intéressantes. Donc là, pour celle-ci, hein, on a une fiabilité élevée. Ça recopie très bien, ça fait peu d'erreurs. Une résistance aux inhibiteurs. Il peut y avoir plein d'inhibiteurs et où la réaction ne va pas se passer. Celle-ci est très résistante. Et enfin, une forte processivité et une vitesse de réaction améliorée. Donc vitesse de réaction, on comprend, ça va polymériser plus ou moins de kilobases par minute. Mais la processivité, en fait, ça va être la capacité à continuer son boulot jusqu'au bout. C'est-à-dire à ne pas faire je recopie pendant 20 000 bases, et puis à un moment, je m'arrête, je me décroche, et puis je vais pas finir mon boulot. Elle a une forte processivité, ça veut dire qu'elle finit son boulot jusqu'au bout. Donc tout ça pour dire que normalement c'est la bonne pour avoir recopié notre ARN du virus en cDNA, et on verra la suite à la prochaine AT. Allez, bon courage, et à très bientôt.